Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On continue sur la lancée des top 5. Ça va être l'avant-dernière vidéo puisque la semaine prochaine je vous présenterai mon top 5 des romans fantasy fantastiques que j'ai adoré pendant cette année 2020. Et aujourd'hui on commence du coup avec, on continue parce qu'on a déjà bien commencé avec les romans historiques qui m'ont le plus plu pendant l'année 2020. Vous verrez, il y a pas mal de livres sur 5, il y en a 3 qui sont des éditions Charleston. Alors, c'est pas du tout un placement qui est, on va dire, organisé par les éditions Charleston. Vous savez que je peux aussi bien critiquer du Charleston que d'autres maisons d'édition, mais il faut savoir que les éditions Charleston ont dans leur ligne éditoriale beaucoup de romans avec des destins notamment de femmes, puisque les éditions Charleston se placent comme étant l'éditeur du féminin. Mais voilà, des histoires de femmes dans des périodes historiques. Ils sont très connus notamment pour avoir des romans avec des doubles temporalités, donc une partie contemporaine, une partie dans une période historique particulière. Ici, ce n'est pas du tout des romans à double temporalité parce que j'ai pas eu de coup de cœur cette année pour ce type de roman. Le peu que j'ai lu dans ce style ont été pour moi un petit peu vu et revu, ça n'a pas vraiment été là où se sont placés mes coups de cœur, mais plutôt sur des romans vraiment ancrés dans une période historique particulière. Je suis assez contente aussi parce que dans ce top on a beaucoup de zones géographiques et de périodes historiques différentes. Je trouve qu'il y a beaucoup de romans qui sortent avec notamment la Seconde Guerre mondiale comme période, et je trouve que là il y a eu beaucoup d'exploration historique que j'ai vraiment apprécié. Et ouais, c'est vraiment des romans très chouettes que je relirai avec plaisir, que je prêterai avec plaisir, et je vais vous les présenter tout de suite. On commence avec un livre qui a une importance capitale parce que c'est un énorme coup de cœur de l'année 2020, mais c'est également la première lecture que j'ai faite en tant que lectrice Charleston et qui est sortie hier en librairie, et c'est un roman absolument incroyable, vraiment, qu'il faut lire. Et c'est Pachinko de Min Jin Lee qui a été un grand succès aux États-Unis quand il est sorti. On a une petite citation ici de Barack Obama qui dit une histoire puissante sur la résilience et la compassion. Et c'est tellement vrai, c'est une histoire exceptionnelle, c'est un roman universel, intemporel, qui a une forme d'absolu dans tout ce qu'il dit, et moi j'ai été frappée. C'est vraiment un coup de cœur qui dépasse ce qu'on peut classer en fait. C'est pas seulement un coup de cœur de 2020, c'est pas seulement un coup de cœur en tant que lectrice Charleston, c'est un coup de cœur énorme, global, et je me souviendrai toujours de ce livre. On suit en fait Sonja, alors je sais pas du tout si je dis bien, je suis désolée, j'ai pas de connaissances en phonétique coréenne, japonaise, tout ça, donc c'est possible que j'écorche les noms et prénoms. On suit Sonja qui est en fait une fille de fermière qui vit en Corée, qui un beau jour cède au charme d'un grand gentleman qui a l'air d'être un peu mafieux. Alors elle se laisse séduire, nous on voit bien que c'est pas forcément une période de confiance, et elle tombe enceinte, et donc elle apprend que cet homme là est marié, qu'il a une famille au Japon et que eh bien il ne compte pas l'épouser. Sauf que Sonja va rencontrer un jeune pasteur chrétien qui va se proposer de l'épouser, de prendre son bébé comme étant le sien, et ils vont donc fonder une famille. Et en fait c'est l'histoire de Sonja, mais en fait sur plusieurs générations. On va voyager sur 4 générations et on va aborder énormément de choses. On va aborder la guerre de Corée, avec notamment l'émigration qui va en suivre, et notamment Sonja qui va partir avec ses fils et son mari très malade, et elle va arriver du coup au Japon où elle va essayer comme elle peut de s'intégrer, de travailler, d'échapper à la misère, de donner quand même le meilleur à ses enfants, et ce dans un contexte vraiment très compliqué d'émigration pour les Coréens au Japon. Et ensuite c'est un petit peu voilà, leurs enfants après eux aussi, ces 2 fils, comment chacun va trouver sa place dans la société, l'un totalement reniant ses racines coréennes jusqu'à changer de nom, jusqu'à mentir à sa propre épouse, et l'autre en étant un petit peu fier et en essayant d'embrasser la profession en plus de ça de son père et tout ça. C'était incroyable. Vraiment, je peux pas aller au-delà de ce que je vous ai dit en termes de résumé, parce que dans ce roman, on va partir partout. Mais en même temps,
c'est une famille, c'est plusieurs générations, c'est des guerres, des famines, des périodes difficiles, des moments de joie, des moments de souffrance intense, c'est la maladie, c'est les naissances, c'est les décès, c'est tout ça. Et ça en fait un roman, mais vraiment, il y a quelque chose d'universel dans ce livre et il est passionnant. Il est passionnant parce que moi, ça m'a renseigné sur une période historique pour laquelle j'étais vraiment... voilà, en fait, je me suis jamais forcément intéressée à la guerre de Corée au-delà de ce que l'école pouvait nous apprendre et nous faire travailler autour. J'ai jamais eu beaucoup de curiosité non plus hein, pour la Corée, son histoire et tout ça. Et donc là, on a vraiment un approfondissement de cette culture, de la guerre, de cette période historique qui est vraiment très très chouette. Pour le coup, parfois je trouve que dans c'est ce que je dis souvent, certains romans des éditions Charleston, notamment les derniers que j'ai pu lire avec cette double temporalité, je trouve que on va pas assez dans la recherche historique qu'il peut y avoir autour des périodes qui sont, voilà, qui sont célébrées et qui sont décrites dans les romans. Et alors là, pour le coup, c'est une claque parce que c'est autant un roman, c'est une grosse brique qui fait voilà 620 pages, mais vous la dévorez parce que l'histoire de la famille, l'histoire de Sonja, enfin tout de la résilience et tout ce qu'elle va mettre de côté pour ses enfants, pour avancer dans la société, dans une société japonaise qui ne veut pas de ses émigrés coréens, et bah c'était exceptionnel. Et je peux que vous dire de le lire parce que je sais même pas si moi, à mon échelle, j'ai assez les mots pour vous parler de ce roman. Je veux pas me tenter d'expliciter plus et d'analyser avec un œil politique, avec un œil historique, toute cette période un petit peu historique particulière, et tout ce que je peux vous conseiller, c'est de lire. Et moi, je pense, vraiment, je le dis avec honnêteté, vu que je n'ai pas forcément d'affinité avec la Corée et pas de curiosité particulière, je ne sais pas si je l'aurais lu, en fait, en dehors de ce programme des lectrices Charleston, ou si j'avais vu une chronique très emballée. Je pense que le nom Pachinko, en plus moi ça m'évoquait rien, alors maintenant je sais ce que c'est le Pachinko, mais c'est vrai que je serais peut-être pas allée vers ce roman, alors qu'il était incroyable, il était vraiment génial. Je comprends le fait que ça a été un best-seller incroyable, je comprends tous les avis dedans. Vous avez les avis du New York Times qui dit qu'un regard compatissant et intelligent sur le paysage chaotique de la vie elle-même, tellement vrai, une épopée exquise et obsédante, une histoire magnifiquement conçue sur l'amour, la perte, la détermination, la chance et la persévérance. Enfin, c'est un roman qui est plein de sagesse, qui est plein de leçons, mais qui est plein aussi de célébration des erreurs, des mauvaises trajectoires de vie, en racontant un destin mais fabuleux en fait sur plusieurs générations, et ça a été vraiment un énorme coup de cœur. Voilà, je sais pas si je peux vous en parler autrement que de vous dire, bah si vous avez un peu confiance en mes avis, allez-y, parce que je ne sais pas si je lui rends honneur en vous donnant toutes ces petites indications sans trop spoiler l'histoire, mais c'était une grosse claque de littérature et je peux que vous la conseiller. C'est sorti hier et ça mérite. S'il y a un livre à acheter dans le catalogue Charleston au mois de janvier, c'est celui-ci. Bon, en mars évidemment vous achetez le roman de Julien, parce que le roman de Julien Rampin c'est aussi un monument de la littérature. Mais là, faut acheter celui-ci en janvier avant tout le reste parce que c'était un roman incroyable. Ensuite, je ne pouvais pas ne pas vous parler de La Villa aux étoffes de Anne Jacobs que j'ai adoré. Et il faut savoir que c'est très rigolo parce que les lectrices 2020 avaient dû lire donc La Villa aux étoffes le tome 1, donc dans le cadre des lectrices Charleston, et la plupart n'avaient pas aimé en trouvant qu'il y avait énormément de longueur, que c'était voilà hyper long, hyper laborieux. Et alors nous, les lectrices 2021, on nous avait proposé de les lire puisqu'on aura peut-être ou pas le tome 3 à lire en tant que lectrice. En tout cas, ça fait partie des sorties pendant un petit peu notre programme. Donc la plupart des lectrices Charleston de 2021 ont commencé la lecture. Moi, je l'avais lu en fait à sa sortie et on adore toutes. Je sais que du coup, Estelle, Angie, enfin toutes mes copines, je crois qu'il y a Chloé aussi lire encore, donc qui est lectrice cette année, ont commencé à la lecture de La Villa aux étoffes pour être à
jours pour le tome 3 qui sort en février et elles sont à fond. Nous, on adore la villa aux étoffes. C'est une saga familiale historique absolument géniale, passionnante. C'est des énormes briques qui peuvent être légèrement dissuasives mais qui franchement sont passionnantes et que moi je dévore à chaque fois. Le tome 2, je l'ai lu. Il est aussi très long, je crois qu'il fait 600 pages, mais ça me fait même plus peur parce que je sais que je vais l'ouvrir. C'est un peu comme Les Gardiens des Cités Perdues dans un autre genre, c'est des briques qui sont comme ça, il y a 700-800 pages d'annoncés, mais je sais que même si ça m'impressionne, en fait, je vais le lire au pire en un week-end et vraiment, c'est trop bien. Donc, dans la villa aux étoffes, on se naît à Augsbourg, en Autriche, en 1912 à peu près, je crois que l'histoire commence en 1912, et c'est une histoire un petit peu... je sais pas, en fait c'est une histoire comme un classique si vous voulez, qui est pas lent, moi je trouve quand même qu'il se passe des choses, mais voilà, on est quand même pas dans un rythme d'action, c'est pas du fantastique. Quand vous lisez des romans historiques, effectivement vous allez avoir des descriptions, effectivement vous allez avoir des phases de relâchement parce qu'il s'est pas toujours passé des choses et souvent on raconte des histoires sur une longue période, donc on peut pas avoir la même dynamique comme ça de péripéties qu'on peut avoir sur des romans d'autres types, donc forcément dans les romans historiques vous trouverez un petit peu plus de longueur que dans les autres romans. Cela étant, moi je trouve que c'est pas des vraies longueurs, enfin pour moi des longueurs c'est quand on s'ennuie vraiment, quand il se passe rien, et moi je peux pas dire qu'il y a des longueurs dans la villa aux étoffes parce qu'à chaque fois je ne peux pas m'arrêter de lire. On suit Marie qui en fait est une jeune domestique mais qui semble avoir un lien particulier avec la famille Melzer, donc pour laquelle elle va rejoindre les domestiques de la maison, de cette grande maison des Melzer, et petit à petit, eh bien, elle va nouer des liens d'amitié avec Kitty, donc oui c'est Kitty, Katrina Kitty Melzer, qui rêve d'art, qui rêve de peinture, qui rêve d'une vie de bohème, et qui va du coup nouer des liens particuliers avec Marie, qui a une affinité elle aussi pour la peinture, qui est d'ailleurs très douée, et on va apprendre que la place de Marie dans cette maison et son histoire avec le père de la famille Melzer, il y a eu un petit truc. Donc on a ce petit secret qui va se mettre en place et c'est passionnant parce que vous avez toutes les histoires des domestiques comme on peut avoir dans les romans classiques ou comme beaucoup comparent avec Downton Abbey. Vous avez ces histoires de domestiques qui se mélangent avec les gens de la maison, les histoires à l'intérieur des gens de la maison, et puis c'est passionnant parce que les deux filles Melzer, donc l'aînée elle est un petit peu, elle est décrite comme étant beaucoup moins jolie que sa sœur plus jeune. Du coup il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de mesquinerie entre les deux. Elles vont aussi faire un petit peu leur pas dans la société pour trouver un mari, donc il y a toutes ces histoires avec ces personnes qui se présentent pour venir prendre le thé, etc. Il y a l'histoire de Marie avec la famille Melzer qui cherche un petit peu le lien, enfin voilà, je veux pas vous spoiler, mais il y a un petit secret derrière tout ça. Il y a les liens aussi de Marie qui va se rapprocher des Melzer avec des relations amicales, amoureuses, d'autres choses. Il y a aussi plein de choses qui se passent au sein de la vie des domestiques qu'on voit évoluer entre le tome 1 et le tome 2, et c'est passionnant, c'est très riche, et en plus de ça dans le tome 1 vous avez la guerre qui est sous-jacente comme ça, la première guerre mondiale qui arrive, qui s'insinue petit à petit avec les premières conséquences qu'on voit venir, hein, notamment sur donc la famille Melzer, c'est une grande famille d'industriels du textile. On sent déjà ce qui est en train de se préparer, et le tome 2 vraiment pour moi il a été à la hauteur de mes espérances parce qu'on est en plein milieu de la guerre, on a évolué avec les personnages qui ont pour certains gagné en maturité, qui ont eu des petites étapes de vie, et c'est vraiment passionnant de suivre en fait cette famille et les domestiques en Autriche à cette période. Moi vraiment j'adore, ça me passionne à chaque fois que je lis tout ça. C'est peut-être pas ce qui me donne le plus d'enrichissement au niveau de ma connaissance historique de cette période et tout ça, mais en tout cas c'est vraiment passionnant et je peux que vous conseiller de lire La Villa aux étoffes si vous avez envie d'une saga un petit peu à lire en hiver. Enfin moi je trouve que c'est des briques à lire en hiver où on n'a pas peur de se mettre tout un dimanche après-midi sous un plaid avec une tasse de thé chaud et de dévorer du coup cette lecture. Vraiment je peux que vous conseiller la trilogie d'Anne Jacobs. On va en finir avec les romans des éditions Charleston avec Le Silence des Vaincus de Pat Barker que j'ai vraiment adoré. Pour le coup c'est un roman historique assez court, je crois qu'il fait voilà 300 pages et ça se lit vraiment très très vite, et c'est une réécriture de la guerre de Troie mais du point de vue des femmes, du point de vue du sort des femmes qu'on ne voit pas forcément et qu'on ne lit pas forcément dans les romans d'histoire, et c'était absolument
passionnant. On suit le destin de Briséis de Lysernose qui est reine et qui voit donc son village attaqué par les Grecs. Elle voit son mari, ses frères, elle voit les fils. En fait, elle voit tous les hommes jusqu'au fœtus des femmes enceintes se faire tuer, massacrer pour qu'il ne subsiste plus d'hommes de Troie, plus de Troyens susceptibles d'entraîner une rébellion. Elle va assister à tout ce massacre par les Grecs et ensuite, eh bien, que demeurent toutes ces femmes après cette guerre? Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces femmes, de toutes ces filles, de toutes ces petites filles dont les maris, les frères, les enfants ont été tués? Eh bien, on les ramène dans les clans et les camps des guerriers grecs et ensuite elles se font attribuer. Alors les esclaves demeurent des esclaves, mais ce qu'il y a de plus horrible là-dedans, c'est que les reines, notamment Briséis, eh bien, elles sont attribuées sur un marché où chaque guerrier, eh bien, va aller tâter la poitrine, va aller tâter les fesses pour essayer de voir qui sera la plus grande et la plus bonne amante. Et donc, selon les mérites, selon les grades, ils se prennent les plus belles. Et c'est comme ça que Briséis va devenir le trophée du grand guerrier Achille. Et c'était génial parce que on a l'histoire par Briséis. Briséis, c'est quand même incroyable ce qui se passe dans sa tête, puisque c'était quand même une reine qui devient l'esclave sexuelle d'Achille. Elle devient l'esclave sexuelle du guerrier qui a massacré son mari, qui a massacré son père, son frère, enfin... Et en fait... Cette histoire, moi je l'ai trouvée assez puissante parce que voilà, c'est le silence des vaincus, rien que le titre est merveilleux parce que on raconte l'histoire de toutes ces femmes qui ont été oubliées des manuels d'histoire. En fait, moi j'ai jamais su, et la preuve quand même qu'il y a un travail patriarcal énorme, c'est que je me suis jamais posé la question de ce que faisaient ces femmes en fait. Et là on apprend tout ce qui a été leur quotidien, qu'est-ce qu'elles risquaient, la manière dont elles étaient traitées qui peut être horrible. Et j'ai trouvé qu'en plus de ça c'était assez glaçant parce que c'était raconté sans romance. En fait, on aurait pu faire une réécriture en essayant d'inventer, je sais pas, la renaissance de Briséis, fourrer une histoire d'amour par là. Je pense que ça aurait pu être comme ça. Et en fait, c'est resté vraiment tranchant, c'est resté brutal pour comprendre ce qui se passait et pas essayer de mettre de la romance dans des périodes historiques qui étaient absolument horribles. C'est bon, hein, le truc du nazi qui tombe amoureux de la juive, c'est quand même difficile dans un moment. On peut pas mettre de la romance partout. Et là, j'ai trouvé que le respect qui a été apporté à cette histoire et au destin de ces femmes était vraiment très puissant, très intéressant. Et on en apprend aussi beaucoup sur Achille et Patorque. Je crois que c'est Patorque, peut-être que je dis une bêtise, je me souviens jamais si c'est Platorque ou Patorque. Mais en tout cas, ils avaient une relation un peu particulière, beaucoup, on pensait qu'ils étaient amants, et on va voir du coup toute cette relation aussi de par les yeux de Briséis, et aussi on apporte bien le portrait d'Achille qu'on découvre, on découvre ses vices, on découvre ses inclinations, ses peurs, on découvre sa psychologie particulière, son histoire particulière. Et moi j'ai trouvé que c'était vraiment passionnant, on s'ennuie pas, on a envie d'aller jusqu'à la fin. Mais on n'a pas envie d'aller jusqu'à la fin parce qu'on cherche un espoir quel qu'il soit. Il n'y a pas d'espoir dans ce roman, mais il était vrai, il était cru, et moi j'ai adoré parce que, encore une fois, lire des réécritures de la guerre de Troie, ça m'arrive jamais. Donc vraiment j'ai adoré cette lecture très puissante. C'est une réécriture de la guerre de Troie qui est faite pour les femmes, c'est ces femmes oubliées de l'histoire, et c'était passionnant. J'ai eu un gros coup de cœur pour une lecture assez tardive sur l'année 2020, c'est La brodeuse de Winchester par Tracy Chevalier. J'ai adoré cette lecture que j'ai trouvée vraiment géniale, pour laquelle j'avais vraiment attendu du fait que le livre est très cher, donc c'est les éditions Quai Voltaire, 23,50 € pour un truc comme ça. Voilà, j'avais jamais eu envie, alors que c'est un titre qui m'a toujours fait envie en fait en librairie, et je l'avais trouvé d'occasion vraiment pas cher, donc je vous invite à essayer de fouiner sur le Bon Coin, sur Vinted, parce que il est dans un super état. Et j'ai adoré cette lecture dans laquelle on va suivre Violette en 1932, qui quitte le foyer de sa mère qui vient de perdre donc son mari et son père, également son frère à la guerre. C'est une famille bouleversée, et Violette, eh bien c'est une jeune femme qui n'en peut plus de
de supporter les colères de sa mère, puisque elle aussi souffre, elle aussi a perdu un frère, un père, et en plus de ça elle a perdu un fiancé, et elle décide donc, pour un petit peu s'enfuir du foyer familial, de prendre un poste de dactylo à Winchester et de s'installer du coup dans un petit foyer, enfin un petit pensionnaire comme on appelait ça. Et en fait c'est toute son histoire, et Violette fait partie de ces femmes excédentaires. Les femmes excédentaires, c'est quoi? En fait, c'est toutes les femmes qui mathématiquement, après la Première Guerre mondiale et le fait que beaucoup d'hommes avaient été décimés, et étaient vouées à rester célibataires parce que voilà, mathématiquement c'était presque impossible qu'elles trouvent un mari, à part si on instituait la polygamie, mais bon, heureusement c'est toujours pas prévu. Et du coup, on suit Violette avec toutes les injonctions de la société, son frère, sa mère qui disent qu'il faut qu'elle trouve un mari, c'est la menace des vieilles filles, etc. Et tout le monde lui dit tu devrais t'inscrire à un club pour faire des rencontres, etc. Et Violette, eh bien, elle prend le contre-pied de tout ça, elle se dit ok, je vais m'inscrire dans un club, mais je vais aller apprendre la broderie pour faire les coussins de, du coup, la cathédrale Winchester. En fait, il y a beaucoup de gens, enfin j'ai vu un petit peu dans les commentaires de ce livre, je les regarde jamais mais je sais pas pourquoi je suis tombée dessus, qui disaient c'est ridicule, c'est invraisemblable, pourquoi une nana qui n'a jamais brodé de sa vie se met dans l'idée d'aller dans un club de broderie et de broder les coussins en fait qui sont du coup sur les bancs de la cathédrale. Et moi pour le coup j'ai trouvé ça incroyablement réaliste parce qu'il faisait beaucoup écho à ma personnalité. Il faut savoir que je suis une personne de passionnée, mais mes passions c'est tout ou rien. Je pense que vous avez pu le suivre notamment avec le tricot. Toute la première moitié de 2020 j'ai jamais tricoté, j'avais jamais manifesté l'envie de tricoter, et un beau jour je me suis dit je vais tricoter, je peux pas vous dire comment c'est venu, enfin si je sais comment c'est venu moi personnellement, ça me faisait l'idée de me dire c'est hyper cosy, ça va être trop sympa pour l'automne et bim je vais apprendre le tricot, mais c'est arrivé du jour au lendemain, et du jour au lendemain j'ai fait des écharpes pour toute ma famille, j'ai fait des bonnets à tout le monde, je me suis fait un pull et voilà. Et moi je comprends totalement ces personnalités un petit peu passionnées et excessives qui vont foncer dans un domaine en particulier pour essayer d'oublier plein de choses, soit parce que ça peut aller très bien, enfin moi je sais que je peux me déclencher des passions comme ça quand ça va bien, mais c'est aussi souvent quand j'ai besoin de m'évader de quelque chose et je fonce dans ce genre de passion. Et j'ai énormément compris Violette du coup qui est rentrée, qui s'est dit je vais broder alors que je l'ai jamais fait de ma vie. Et donc elle va rentrer dans ce club de brodeuses qui est essentiellement féminin, et elle va faire beaucoup de rencontres avec des femmes assez impressionnantes, et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Et ensuite eh bien ça va être toute cette histoire en fait autour de la broderie, autour de ces petits combats personnel, que ce soit avec son employeur, que ce soit avec sa famille, et on va aborder beaucoup de sujets franchement très agréables, que ce soit sur les conséquences de la guerre, sur la place de la femme. On aborde aussi l'homosexualité féminine, et ça j'ai adoré parce qu'on parle souvent de l'homosexualité masculine, mais je trouvais que c'était là très beau d'illustrer deux femmes qui s'aiment en 1930 et la manière dont c'est perçu et tout ça. On parle vraiment de tous ces sujets-là, mais j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant. J'ai beaucoup aimé la personnalité de Violette, j'ai beaucoup aimé le fait qu'elle se dise bah voilà, tout le monde veut me caser, tout le monde part en vacances en couple, je suis censée être très malheureuse, bah je vais pas l'être, et en fait je vais partir et faire une randonnée tout seul et me donner comme objectif d'aller dormir, etc. et de marcher des kilomètres et des kilomètres. J'ai beaucoup aimé cette personnalité, et j'ai beaucoup aimé qu'on dresse un portrait de ces femmes excédentaires qui ne s'apitoyaient pas sur leur sort, et qui avait une vision un petit peu voilà, particulière en 1930, qui changeait un petit peu. J'ai vraiment bien aimé. Sur l'homosexualité, j'ai trouvé que le traitement était fait de manière très intelligente, parce que dans certains romans, je le disais en update lecture, on peut avoir parfois des réactions qui sont un petit peu invraisemblable pour la période historique. Je sais que moi je trouve toujours pas très naturel quand on parle d'homosexualité que tout de suite toute la famille accepte quand on est en 1900 et quelques. Bah voilà, c'était pas comment dire aussi facile je pense de comprendre, parce que c'était la parole n'était pas libérée quoi. Donc en fait moi quand je lis des romans historiques où des couples homosexuels annoncent leur amour, leur relation, et que d'un coup toute la famille est ok avec ça,
c'est quand même pas très réaliste. Alors qu'on essaye de réécrire l'histoire en espérant que les choses se passaient comme ça, elles ont pu hein, peut-être se passer, mais c'est quand même pas ce qu'il en ressort. Donc je pense aussi que c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé là-dedans, c'est que la réaction des personnages était pas non plus anachronique et c'était fait de manière très intelligente. Donc vraiment j'ai beaucoup aimé cette lecture, j'ai trouvé que c'était vraiment trop bien, donc je peux que vous la conseiller parce que sur tous les plans c'était passionnant. On a appris aussi plein de choses sur le domaine de la broderie sans que ce soit trop rébarbatif, vraiment c'était super chouette. Enfin, je vais vous parler d'une lecture que j'ai fait pendant le premier confinement qui avait été absolument passionnante, un vrai page turner que je n'avais pas pu arrêter de lire avant d'avoir le point final de cette histoire, et c'est Le Confident d'Hélène Grémillon que j'ai du coup dans une vieille édition de poche que j'avais trouvée dans un bouquiniste à Paris, et j'ai adoré cette histoire. En fait on suit Camille qui dans notre époque contemporaine doit enterrer je crois sa mère, il me semble que c'est sa mère ou sa grand-mère. Non, c'est sa mère, il me semble. Et en fait, elle reçoit des lettres où au début, elle se dit bah c'est pas du tout adressé à moi, il doit y avoir une erreur, qui raconte l'histoire d'une jeune fille dans une famille et elle comprend pas trop. Et elle va recevoir comme ça petit à petit des lettres, jusqu'à comprendre que ça semble raconter une histoire qui la concerne. Et dans cette histoire, on va remonter du coup pendant la Deuxième Guerre mondiale. On va parler de plein de choses, de grossesses cachées, de liaisons dangereuses, de secrets enfouis dans la famille, de destins un petit peu brisés, et c'était vraiment passionnant. Je vous en dis pas plus parce qu'en fait c'est un roman qui fait 250 pages, qui se dévore vraiment, il est très court, et je veux pas du tout vous spoiler parce que quand on commence à lire en fait les lettres que Camille reçoit, nous en tant que lecteurs, on sait que ça aura sans doute un rapport avec elle ou avec une période proche d'elle, enfin une personne proche d'elle. C'est quand même rare que dans un roman il y ait une histoire qui ne concerne pas du tout le personnage principal. Donc on sait qu'il va y avoir quelque chose en lien avec Camille et on a envie de savoir parce que vraiment, mais c'est un livre avec des retournements de situation, avec des vérités qu'on voit avec deux regards différents d'une page à une autre. On se balade dans les périodes historiques, on se balade de trahison en trahison, de secret en secret, on apprend tellement de choses, on se balade vraiment partout, et moi je sais que des fois j'avais le cerveau mais explosé, et c'est vraiment chouette parce qu'il y a des destins particuliers, encore une fois, avec pas forcément des happy end forcés. J'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture, et je vous en dis pas plus, je veux pas vous en dire plus parce que ça se lit tellement vite qu'il faut y aller, il faut foncer, il faut se dire je l'ouvre, je le referme, et j'essaye de lire toute l'histoire d'un coup parce que moi c'est comme ça que j'ai apprécié cette lecture. Et voilà, je la mets dans les romans historiques parce qu'on a quand même une grosse partie dans l'histoire, et c'était vraiment trop chouette. Je peux que vous conseiller cette lecture et je vous la conseille sans trop vous en dire, en sachant juste que voilà, c'est des retournements de situation, c'est des secrets vraiment qu'on voit pas vraiment venir, et c'était génial. Si vous aimez les romans historiques, les secrets de famille, Le Confident, c'était trop bien. Voilà, c'est tout pour mon top 5 de romans historiques. J'espère qu'il vous aura plu et que je vous aurai du coup apporté des petites suggestions pour pourquoi pas enrichir votre pile à lire en 2021. Moi, ça a été vraiment des gros coups de cœur. J'adore les romans historiques. C'est vraiment ce que j'aime le plus lire dans mon quotidien. J'adore ces énormes briques. J'adore découvrir des périodes de l'histoire. Vraiment, moi, j'adore lire des trucs et écouter des trucs en rapport avec l'histoire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains titres vous intéressent, si vous allez les ajouter à votre pile à lire, si vous allez demain ou aujourd'hui vous ruer pour aller acheter Pachinko. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle a été votre lecture historique préférée de 2020. J'aimerais bien voir en fait et découvrir aussi d'autres romans. Notamment je sais qu'il y en a beaucoup qui me parlent des romans de Ken Follett. Moi Ken Follett, j'ai l'impression que c'est un peu le Guillaume Musso des romans historiques et ça me tente pas du tout. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vaut le coup. Voilà, quels sont vos titres historiques préférés. N'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner et à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. C'est super important de partager le travail des créateurs de contenu parce que vous savez que les algorithmes, ils nous font pas du bien en ces périodes, et seule l'interaction et le partage permet voilà, de nous soutenir et de faire vivre nos comptes. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.